Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième journée des Cprint Days, l'événement en ligne du salon Cprint. Donc, les Cprint Days, ce sont 4 jours de webinaires organisés en partenariat avec le magazine IC Le Mag pour continuer à accompagner donc, le secteur des arts et des industries graphiques avec des contenus didactiques, qui est la mission du salon Cprint depuis sa création. Notre ambition pendant ces 4 jours est d'explorer donc les pistes qui vous permettront de continuer à évoluer dans un contexte, on le sait, compliqué. Et c'est aussi pour nous, évidemment, l'occasion de préparer la prochaine édition du salon qui, comme vous le savez, a été reportée au 8, 9 et 10 juin prochain. Donc, premier rendez-vous de cette journée, 9 h. Nous sommes avec Laetitia Faure. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Donc Laetitia, vous dirigez le bureau de tendance en communication urbaine Sublime, un bureau que vous avez créé. Vous travaillez aujourd'hui avec un réseau d'experts présents dans le monde entier qui détectent les dernières innovations dans les domaines du retail, du digital et de la relation client. Votre objectif est d'aider les marques et les agences à garder un temps d'avance. Vous publiez pour cela de nombreuses études. La dernière en date, Transformer la crise en opportunité, 30 tendances pour se réinventer, est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une étude que vous avez présentée pour la première fois en novembre 2020 et que vous actualisez maintenant chaque mois. Elle est le fruit de plusieurs mois d'observation pendant lesquels vous avez pu apprécier les différentes formes de résilience auxquelles la crise a donné naissance, dans les TPE comme dans les entreprises du CAC 40. Et vous avez aussi détecté de nouveaux comportements de consommation et de nouvelles attentes. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Je précise que cette étude a été récompensée par le prix Résilience de la Fondation Positive Planète. Donc voilà pour la présentation. Ma première question est très simple. Le plan B existe-t-il et doit-on encore simplement s'adapter ou se transformer totalement? Alors, merci pour cette question qui va droit au but. Déjà, je voudrais dire que c'est pas facile de s'adapter parce qu'on parle forcément d'adaptation comme si c'était normal et acquis pour toutes les entreprises. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui sont là présentes ce matin. Rien que le fait de vous avoir ce matin connectés pour apprendre de cette crise montre à quel point vous souhaitez vous adapter et vous essayez de tirer les enseignements pour rebondir. Donc déjà, bravo à vous. Ensuite, je pense qu'il y a autant de plans B que d'entreprises. Tout dépend effectivement le chemin où en est donc l'entreprise par rapport effectivement aux attentes de ses clients, à la digitalisation. On a des chiffres assez étonnants de voir à quel point les entreprises, les petites TPE et PME accélèrent leur adaptation. Par exemple, aux États-Unis, on a 92% des PME qui se sont adaptées du jour au lendemain et qui ont vraiment transformé leur business model. Donc, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas un plan B, mais il y a énormément de plans B différents qui existent. Et comment trouver son propre plan B? C'est tout simplement en essayant de suivre ses consommateurs, les nouveaux usages dont on va parler ce matin, pour voir à quel point on est en phase ou pas encore et comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour essayer justement de toucher peut-être ces consommateurs par différents biais, par différents canaux. Donc en fait, cette crise dure. Au début, on a eu un premier confinement, vous avez donc cherché des formes de résilience. Donc c'est juste pour préciser, se transformer est essentiel. S'adapter ne suffit plus finalement, puisque ça dure et que les règles du jeu sont peut-être radicalement changées maintenant. Donc la transformation est quand même essentielle aujourd'hui. Alors, je pense effectivement qu'il y a deux niveaux d'adaptation, transformation. Il y a la première phase qui est la phase passer le choc, évidemment, des premiers temps de la crise, de se dire comment est-ce qu'on peut rebondir avec toutes les contraintes, évidemment, qui sont posées pour la plupart des entreprises aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un temps d'adaptation, de flexibilité très grande à mettre en place. Et ensuite, dans un deuxième temps, ou voire en même temps en ce moment, il faut penser effectivement à comment s'adapter pour les années à venir et imaginer effectivement un retournement de certains business models pour les années à venir. Mais je voulais dire que c'est faisable même quand on a l'impression que ça touche des secteurs entiers et que c'est très difficile.
Il faut partir évidemment peu à peu. J'aime bien raconter l'histoire d'Hermès dans le luxe, puisque vous savez qu'au début du siècle, Hermès vendait des selles pour les chevaux, et puis quand l'automobile est arrivée, ils n'ont plus du tout eu de métier, d'emploi, et ils ont su formidablement se transformer, changer d'activité, changer de métier, valoriser leur savoir-faire. Donc, à partir de là, moi, je pense que tout est possible, effectivement. Une autre chose que l'étude a mis en exergue, c'est que le fait qu'on ne change pas forcément tout seul, et que le futur, finalement, des entreprises se trouve beaucoup dans le partage de compétences, le partage de services. On a vu énormément, par exemple, de petites librairies, notamment à Nantes, créer un réseau de services de livraison à domicile en commun. Et quand on pensait peut-être que ces librairies pouvaient être dans le monde ancien en concurrence, on s'aperçoit finalement que ce sont des alliés pour venir à bout de cette crise. Donc là, le partage, oui, c'est un des fondements de cette nouvelle forme d'économie. On voit aussi que les consommateurs sont en train de prendre de nouvelles habitudes qui sont à la fois plus digitales, mais aussi plus locales et plus engagées. Donc, ce sont là les points clés, selon vous, de cette nouvelle donne pour permettre aux entreprises de se transformer. Ils doivent s'appuyer sur ces nouveaux piliers. Alors exactement, je parlais au début du fait d'adapter un plan B en fonction des nouveaux comportements de consommateurs, ce qui est très difficile. Et là encore, je voudrais dire à quel point c'est pas simple de s'adapter, mais c'est faisable. C'est vrai que les consommateurs ont tendance à changer de comportement pratiquement chaque minute dans la période dans laquelle nous sommes. Donc, pour certains qui n'y comprendraient rien parfois, c'est normal. Par contre, on peut déceler effectivement trois grandes tendances de ces consommateurs. La première des choses, ce sont des consommateurs qui ont appris à prendre de l'avance dans leurs achats. Donc, ce sont des consommateurs qui vont beaucoup plus réfléchir. On appelle ça les consommateurs prédictifs. Ils vont beaucoup plus réfléchir avant de faire des achats, reporter des achats conséquents. Les consommateurs qui ont même un pouvoir d'achat vont faire attention à leur pouvoir d'achat. Donc, on est vraiment déjà dans une phase où les consommateurs vont plus effectivement faire attention aux promotions, aux soldes. On l'a vu à quel point ça se révélait vrai dans les dernières mesures de la fermeture, par exemple, des centres commerciaux. On a vu à quel point il y avait des bouchons dans les villes pour que les gens puissent passer leurs dernières heures de ce week-end dans les magasins. Donc, on voit à quel point c'est important pour eux quand même de pouvoir faire attention à ce type de consommation. Donc, il y a des entreprises qui rebondissent en se disant on va aussi faire attention aux offres et créer des offres particulières effectivement pour une grande partie de la population qui va avoir des contraintes budgétaires très fortes en 2021 et 2022. Ensuite, après ce comportement prédictif, ce qui est intéressant avec ce comportement prédictif, c'est qu'on peut changer aussi effectivement petit à petit son business model, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont aimer les abonnements produits, puisque ce sont des abonnements récurrents qui font aussi épargner au long terme. Ce sont des personnes qui vont aimer tous les nouveaux types de comportements de pouvoir re-remplir, par exemple, ces crèmes, ces produits, etc., pour encore une fois gagner quelques euros. Ce sont des personnes qui vont être fidélisées avec des cartes de fidélité. Donc ça permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut changer, modifier peut-être ces offres. Deuxième type de comportement consommateur qu'on voit arriver effectivement en même temps, ce sont des personnes qui sont très engagées au niveau local. Je crois qu'on a les slides aussi qui montrent que 44% des consommateurs français ont envie de soutenir des commerçants de proximité. On a à peu près 69 ou 70% des Français qui ont retrouvé un regain d'intérêt à consommer de façon locale. Donc, on a un vrai intérêt de la part des Français pour ce côté local, et on va pouvoir parler effectivement des différences entre la valorisation des points de vente et effectivement les atouts aujourd'hui du digital. Et puis peut-être le troisième point de comportement consommateur qui a beaucoup évolué, c'est ce consommateur qui a aussi veut redonner plus de sens à sa vie, veut passer plus de temps en famille, avec ses enfants, avec
avec ses amis, retrouver un sens à son travail. On a 64% des Français aujourd'hui qui seraient prêts à délaisser une marque si jamais l'entreprise n'était pas assez engagée au niveau social. On a vraiment un consommateur qui est engagé et qui souhaite que les entreprises s'engagent aussi, alors au niveau environnemental bien sûr, mais de plus en plus au niveau social. Et effectivement, on a peut-être là aussi, Cécile, je crois, la slide de Burger King qui vient de On va faire. la passer après, oui. On va la passer quand on va rentrer dans le détail de l'étude. On la Parfait. montrera. Justement, et on va plonger dans le détail de l'étude. Comme ça, on va pouvoir illustrer ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, dans cette étude, dans les 30 tendances que vous présentez, elle se scinde en deux grandes parties. Il y a les 16 nouvelles formes de vente et 14 nouveaux canaux, justement pour créer du lien, de nouvelles formes de communication et plus de pérennité. Donc, on va balayer quelques exemples précis. Nous allons commencer par les premières formes de vente. Alors, j'en ai sélectionné 5, hein, il y en a plusieurs, mais les personnes pourront découvrir votre étude. Et les premières, ce sont les Creative Boxes, parce que je trouvais ça extrêmement intéressant de cette initiative dans le retail. Je vous laisse en parler. J'ai pris cet exemple-là, il y en a plusieurs dans l'étude, mais celui-ci était particulièrement parlant. Tout à fait. Alors, ça fait partie donc de la première grande partie de l'étude qui travaille sur les nouvelles formes de vente. Vu les différentes vagues de confinement, on sait que c'est plus compliqué de vendre de façon traditionnelle et certaines PME et parfois TPE et indépendants ont vraiment su créer des offres absolument créatives et innovantes pour pouvoir garder un lien avec les consommateurs. Et donc, on connaît évidemment, tout le monde connaît cette nouvelle forme de vente qui est la box, donc à distance. Mais j'aime beaucoup la façon dont ce pub a su la réinventer, puisque pendant le confinement, ils ont décidé d'envoyer une box à leurs clients avec évidemment des bières pour retrouver l'ambiance du pub, mais aussi des snacks, une playlist Spotify imaginée par des journalistes spécialisés en musique pour garder toute l'atmosphère de ce pub et aussi des jeux, puisqu'on sait que en Angleterre, les jeux font partie vraiment de la tradition des pubs. Et finalement, ce qui est le plus important aujourd'hui dans la création de box, c'est pas forcément le produit que vous envoyez, mais c'est l'atmosphère des lieux que le consommateur va pouvoir retrouver. Et c'est pour ça que des grandes marques, par exemple, dans leur box, mettent le même parfum qui diffusent en magasin, pour qu'on puisse vraiment à la maison ressentir cette atmosphère. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui aux Français, cet aspect social et de convivialité. Donc, c'est pas moi qui le dis, mais c'est aussi les études qui le montrent. Sociovision a fait une étude sur les piliers aujourd'hui des Français. Et parmi ces piliers, on a vraiment cet aspect de convivialité, sociabilité qui rentre en compte. Et donc, créer des box dans lesquelles on va retrouver ce côté social est quelque chose évidemment qui plaît aux consommateurs aujourd'hui. Deuxième forme de vente, alors vous en avez parlé en introduction, le boom de l'abonnement produit. Donc là également, j'ai sélectionné un autre exemple, mais il y en a eu beaucoup hein, pendant cette période de confinement. Ça a été et puis ça continue. Effectivement, on le voit un petit peu partout, ce boom de l'abonnement produit. Au départ, c'était effectivement des produits comme des chaussures. Très innovant, effectivement, l'idée de Nike de pouvoir vous proposer un abonnement produit pour les chaussures pour vos enfants, puisque on va suivre l'évolution effectivement de la croissance de l'enfant et vous n'avez à vous occuper de rien puisque Nike est là pour tous les 6 mois vous envoyer la bonne paire de chaussures qu'il faut. Donc intéressant aussi de voir que l'abonnement produit permet de répondre encore une fois à ce consommateur qui a envie de planifier ses achats et aussi à long terme de pouvoir gagner quelques euros en passant par l'abonnement produit plutôt que d'acheter à chaque fois. Donc on est vraiment dans la réponse effectivement à ce consommateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette start-up allemande qui a mis en place un abonnement produit, un abonnement de café qui là est partagé. C'est-à-dire que vous pouvez aller en ville dans plusieurs bars
Et si vous êtes abonné à cette application, vous pouvez aller dans ces bars-là et consommer du café puisque vous êtes abonné. Donc, vous pouvez utiliser cet abonnement de café un petit peu dans tous les bars et les restaurants qui ont mis en place ce service. Donc, l'abonnement peut être aussi très intéressant quand on souhaite aussi élargir à plusieurs entreprises pour, encore une fois, fédérer et obtenir de nouveaux consommateurs. Et on peut le dire aussi que il y a même des librairies qui ont mis en place un service d'abonnement plutôt que d'acheter un livre, puis un livre, puis un livre. Pour les soutenir, ils ont dit, bah, écoutez, vous pouvez vous abonner chaque mois. Vous avez un crédit que vous mettez chez nous et comme ça, vous nous permettez de survivre en nous amenant de la trésorerie et vous savez que nous, on est là dès que vous avez besoin de commander un livre. Troisième, je déroule l'étude. Troisième, donc forme de vente nouvelle, les offres diversifiées. Donc là, c'est un exemple, c'est le Starbucks, mais il y en a d'autres. Là, on est à Tokyo. Tout à fait. On s'est rendu compte avec la crise à quel point le lieu avait besoin de retrouver de la valeur ajoutée et que chaque mètre carré compte. Et pourquoi pas effectivement rentabiliser ces mètres carrés en diversifiant son offre. Donc on voit que des gros mastodontes comme Starbucks sont en train de diversifier leur offre. Et là, on est effectivement à Tokyo, où leur business model a quand même beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui, on peut réserver avec l'application Starbucks une salle pour pouvoir, comme vous le voyez à gauche, faire des réunions. Et à droite, vous pouvez réserver un petit espace aussi pour faire de la visioconférence et travailler à distance. Donc, on voit à quel point les entreprises, même les grosses, sont en train de s'adapter aux nouvelles façons de vivre et de consommer. Mais on a aussi des restaurants à Nice qui ont ouvert un espace coiffeur juste à côté. Le but étant de se faire plaisir, donc par des produits de bouche, mais aussi pour prendre soin de soi et passer le plus de temps, trouver des alternatives pour que les clients puissent passer le plus de temps effectivement en magasin. On a aussi l'exemple d'un super café à Brooklyn qui a décidé d'être fleuriste. Donc, je crois qu'au départ, c'est un fleuriste qui a aussi décidé effectivement d'ouvrir un petit peu, de mettre des tables pour que les gens puissent venir travailler. Et c'est une très bonne idée parce que du coup, les gens viennent travailler et quand ils ont besoin, évidemment, d'acheter des plantes ou de faire plaisir autour d'eux, ils ont tout sur place. Donc, très important de se dire qu'on peut vraiment diversifier aujourd'hui son lieu. Oui, et on l'observe aussi dans le secteur de l'hospitality où quand même les grands groupes hôteliers commencent à transformer certaines chambres pour devenir des espaces de coworking, un peu comme Starbucks, sauf que là, c'est au niveau de l'hôtel, ce qui implique après toutes les tendances en termes d'aménagement d'espace et enfin toute cette changement de stratégie, mais qui rejoint un grand courant de la personnalisation des espaces en fonction des usages. Et c'est vrai que on voit ces espaces mixtes se créer un petit peu dans chaque secteur. Il faut penser quand on a un lieu et qu'on souhaite rentabiliser que effectivement c'est pas le café qui va payer forcément le loyer, mais il faut penser à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont des métiers où ils n'ont pas forcément de lieu, ils aimeraient avoir des lieux. Je pense à tous les métiers de coach sportif, des gens qui veulent faire du yoga, etc. Et vous pouvez mettre à disposition vos lieux, moyennant évidemment une rentabilité, un petit revenu. Et effectivement, vous pouvez aussi devenir des lieux d'accueil par rapport à des gens qui ont besoin aujourd'hui de faire des ateliers, qui ont besoin d'une présence ou d'un lieu. Donc, effectivement, c'est revoir aussi son lieu en fonction d'un lieu d'accueil. Autre tendance, donc, qui rejoint celle-ci, on diversifie son offre et on travaille de nouvelles cibles aussi. Donc là, cet exemple a été très frappant pendant le premier confinement, puisque c'était un enjeu majeur de pouvoir aller acheter des produits frais, donc la primo locale, et Rungis donc a ouvert au consommateur final. Exactement. En fait, Rungis, le grand marché donc à proximité de Paris a été assez incroyable puisque du jour au lendemain, ils ont décidé de vendre au consommateur final, ce qu'ils ne faisaient absolument pas. Évidemment, ils ont été approchés par la bonne start-up qui pouvait les mettre en relation. Donc encore une fois, on est vraiment dans une dimension, une nouvelle économie de partage du savoir-faire. Et puis voilà, ils se sont dit, on va pouvoir livrer directement le consommateur final chaque jour et faire preuve effectivement de flexibilité. Et évidemment, en temps de crise, c'est pas toujours possible de passer de la vente B2B au B2C
ou vice-versa, mais c'est possible de travailler à de nouvelles niches. C'est possible de se dire, aujourd'hui, il y a des cibles que je n'investis pas du tout et je vais reprendre la main sur ces cibles-là. Je pense à la marque de lingerie Livy, qui est une marque de lingerie donc à Paris, qui a décidé de rapatrier une partie seulement de sa production en France pour faire parmi toutes les gammes de lingerie une gamme spécifique fait à Paris, fait en France, pour un type de clientèle qui aujourd'hui a envie d'investir de l'argent dans les valeurs et dans ses croyances pour pouvoir aussi soutenir ce type de production. Donc voilà, c'est possible aussi de pas tout transformer, mais de s'adapter un petit peu pour toucher un nouveau type de clientèle. J'en profite parce qu'il y a une question qui est tombée sur le chat, justement sur cette prime donc aux valeurs, donc pouvoir acheter chez Livy une collection Made in France, faite en France. Bon, et il y a cette dualité des consommateurs et la personne qui nous écoute, mais 64% des Français, donc elle reprend le chiffre que vous avez donné, sont prêts à quitter une marque si ces valeurs ne lui correspondent plus. Et cette personne fait très justement remarquer, pour autant Amazon ne s'est jamais aussi bien porté. Comment expliquez-vous cela? Alors, je l'explique par le prix. Je pense qu'on veut tous, on aimerait tous consommer 100% français, on aimerait tous arrêter de polluer, on aimerait tous effectivement avoir des comportements plus vertueux. Après, ça s'explique par le prix. Effectivement, le Made in France coûte 4 fois plus cher environ. Et on a parlé effectivement au début de cette discussion du fait qu'on est vraiment aujourd'hui dans des comportements d'achat très différents entre les personnes qui peuvent vraiment s'offrir ce type de produits et encore en sachant que ce sont des comportements beaucoup plus prédictifs qu'avant et les personnes qui ont des contraintes budgétaires très serrées. Donc je l'explique tout simplement par le fait que nous ne sommes pas cohérents à 100% dans les comportements d'achat. On aimerait l'être. Par contre, on attend des marques qu'elles soient cohérentes à notre place. Et c'est là où c'est difficile. Effectivement, on attend des entreprises qu'elles s'alignent sur leurs valeurs et qu'elles s'alignent dans leurs actes pour pouvoir acheter effectivement chez elles. Et je pense que Amazon, on dit, c'est jamais aussi bien porté. Oui, mais non. Je pense qu'on est beaucoup à remettre en cause Amazon pour certaines choses et que on l'a vu, il y a un grand mouvement aussi de personnes qui ont commencé un petit peu. Alors acheter toujours Amazon quand on a besoin d'un produit très rapide, évidemment, parce que c'est un service exceptionnel que peu de gens aujourd'hui sont capables de fournir. Mais par contre, si on peut attendre 3-4 jours, on va peut-être aller se fournir effectivement chez un commerce de proximité. On voit qu'il y a vraiment cette envie-là quand même des personnes de changer. Donc, les entreprises ont une opportunité pour se glisser dans cette envie des consommateurs. Merci pour cette précision. Merci pour Et je tiens, il y a une autre marque par rapport à la slide précédente, et puis on passera à la mutualisation des ressources, mais quelqu'un qui nous a remarqué que les hôtels capsules au Japon se sont transformés en bureaux individuels, ce qu'on disait tout à l'heure sur le secteur de l'hospitality. Donc voilà, ça ajoute. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous envoyer. J'essaie d'intégrer vos remarques au fur et à mesure. Donc le dernier canal nouvelle forme de vente, c'était cette mutualisation des ressources qui quand même suit ce fil hein, quand même depuis le début avec deux initiatives très différentes entre Isabelle Marant et Super U. Ce sont deux mondes différents, mais une même logique finalement pour continuer à se développer. Tout à fait. On a eu énormément d'exemples de grandes marques qui se sont alliées avec des petits pour leur faire de la place. Alors, coup de com' ou pas, ça dépend des fois. Mais en tout cas, c'est la bienvenue en fait de se dire on est quand même encore dans une société où le collaboratif joue et l'esprit de débrouillardise aussi. Alors le concept d'Isabelle Marant est un concept qui a été lancé juste avant la crise, donc elle avait quand même décidé de pouvoir s'allier à de l'artisanat pour créer des boutiques qui pourraient rejoindre son univers. Donc on a vraiment un univers mixte entre la beauté de l'art, de l'artisanat et la mode pour en faire des lieux assez uniques et merveilleux dans lesquels elle met en valeur l'artisanat. Et puis, évidemment, la grande distribution qui a commencé à faire de la place aux petits producteurs de façon gratuite pour que ces petits producteurs puissent vendre. Le coût, effectivement, d'éclat que je trouve absolument fantastique, c'est Burger King qui a énormément d'annonces, donc qui va de manière
très, très cohérente, puisque plus elle manifeste avec des actes sa lignée et sa position, plus elle va devenir convaincante aux yeux des consommateurs. Et Burger King a commencé effectivement avec à gauche des packaging qui disaient vous commandez un peu trop chez nous. C'est super de commander chez une grande marque, mais n'oubliez pas de commander chez des commerces de proximité. Donc déjà avec des messages qui incitaient à aller consommer ailleurs. Et puis cette énorme initiative qui a été lancée hier avec ces sacs de patates. Donc, redonnons la patate aux producteurs français qui sont distribués, je crois, du 2 au 8 février dans tous les Hauts-de-France. Je ne sais plus combien je crois que c'est 200 tonnes de pommes de terre qui ont été achetées par Burger King, parce qu'il faut savoir que il y a énormément de producteurs en ce moment qui ne travaillent plus du tout, qui n'arrivent plus à vendre leurs produits, leurs fruits et légumes, parce que les restaurants sont fermés et qui ont beaucoup de mal à écouler effectivement ces denrées. Et donc Burger King s'est fait un petit peu le gouvernement est devenu un petit peu le ministère de l'Agriculture en France, a repris en tout cas position, s'est vraiment impliqué de manière sociale puisqu'ils ont acheté eux-mêmes donc ces denrées-là pour les offrir. Donc à chaque fois que vous allez, je crois, cette semaine chez Burger King, en tout cas dans les Hauts-de-France, vous recevez 1 kilo de pommes de terre et je trouve que ça, c'est vraiment un alignement de dire voilà, non seulement on vous dit de consommer chez des consommateurs des commerces de proximité, mais en même temps, on s'engage, on prend effectivement des initiatives. Ça demande aussi de l'investissement, mais pour quelle effectivement retombée en communication et puis sûrement, je l'espère pour eux en achat, je l'espère pour eux parce que je trouve que c'est vraiment une très belle forme de partage. Oui, parce que c'est une campagne de communication très maligne, mais ils ont quand même acheté des milliers de tonnes de pommes de terre. Enfin, l'investissement est là. Très bien. Exactement. Donc, deuxième volet, donc les canaux de vente. On continue à explorer votre étude. Là, cette fois-ci, j'en ai sélectionné 3. Ces nouveaux lieux sans contact en font partie. Je vous laisse expliquer. Là, on est vraiment dans la tendance Covid, mais qui s'installe avec une nouvelle stratégie de distribution finalement. Exactement. Moi, ce que j'ai aimé dans ce travail de 8 mois, c'était vraiment de voir que les préjugés qu'on pouvait avoir sont tombés pour la plupart. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de distanciation sociale, comme si c'était effectivement un frein à l'achat. Et aujourd'hui, il y a quand même 47% des Français qui sont inquiets de retourner faire du shopping en magasin, même si on voit, comme je le disais au départ, que quand on dit qu'on va fermer les centres commerciaux, tout le monde y va. Donc, il y a quand même aussi une ambivalence par rapport à ça, mais les gens ont envie de consommer sur place. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on parle de distanciation sociale, mais que certaines entreprises ont réussi à faire de la distanciation sociale quelque chose de magnifique. On voit ici au Vietnam cette boulangerie qui a fait des vitrines transparentes magnifiques où le produit est magnifiquement valorisé, mis au premier plan. On voit qu'ils ont utilisé les codes finalement du musée pour en faire presque des œuvres d'art. Donc très peu de produits, des lumières muséales magnifiques, et puis le travail des artisans qui est vraiment mis en valeur puisque on les voit au premier plan travailler. Et finalement, on a plusieurs exemples comme ça qui montrent que certaines entreprises ont réussi à faire même parfois des bulles, des bulles de soulagement pour que on puisse aller regarder une exposition en restant dans sa voiture, aller au restaurant, mettre dans une bulle, une serre pour être tranquille entre amis. Donc finalement, la distanciation sociale peut aussi être prise sous le biais de la créativité. Ça, c'est un super exemple de la Poste en Finlande à Helsinki qui s'est rendu compte que très peu de gens finalement là-bas envoyaient des lettres et qu'aujourd'hui beaucoup de gens envoyaient des colis et se sont dit on va s'adapter à ce nouveau consommateur et on va créer une poste où on va pouvoir recevoir son colis. Et vous le voyez, là, il y a les fitting rooms, donc les cabines d'essayage. Quand vous recevez votre colis, au lieu de retourner chez vous, de l'essayer et de retourner à la poste, le retourner si jamais ça vous va pas, vous avez directement la cabine d'essayage qui est en magasin pour vous simplifier la vie. Donc finalement, on a aussi une accélération de cette prise de conscience en magasin pour faciliter la vie des consommateurs. Et un vrai service. Pour le cas de la Poste, c'est vraiment extrêmement pertinent. On a vu donc pendant cette crise que la digitalisation des comportements s'était accélérée et donc les deux dernières
tendances, on va dire, qu'on a sélectionnées sont dans ce créneau-là. La suivante, il faut une petite explication de texte avant de commencer, c'est le live streaming. Qu'est-ce que le live streaming qui s'est développé et puis pourquoi? Alors, le live streaming, c'est le téléshopping des années 2020. Hein. C'est ce qu'on avait l'habitude de voir à la télévision. C'est intéressant parce que tout le monde pensait que le digital était un média de masse. Et on se rend compte que finalement, le digital peut être un média d'hyper proximité et presque d'intimité quand la marque vous appelle en visioconférence pour vous conseiller sur des produits ou services. Et le live streaming, c'est un petit peu ça. C'est le fait de se dire que la marque, elle va devenir incarnée puisqu'elle va passer par ses vendeurs et que ces vendeurs vont se connecter en direct sur des réseaux sociaux. Donc en Chine, ça va être WeChat, ça va être Weibo, ça va être ce genre de canaux. Et puis, dans les pays européens, on va parler plutôt d'Instagram, des lives Facebook, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a de l'interaction entre les vendeurs et les consommateurs, que les consommateurs peuvent poser des questions. Et finalement, ça permet de garder un lien et ça pousse évidemment à l'achat. Beaucoup de marques aujourd'hui, comme Leroy Merlin, utilisent le live streaming pour mettre le replay sur leur page produit. Et ça, c'est très intéressant de se dire, si vous avez un site internet, n'hésitez pas à mettre le replay de vos live streaming sur la page produit, parce qu'en général, dans le live streaming, on répond à beaucoup de questions et ça permet finalement de transformer l'achat. Donc, la multiplication des commandes chez Leroy Merlin, elle est quand même multipliée par 3 sur les produits concernés et par 6 sur du trafic. Donc, le live streaming est quelque chose qui fonctionne très bien et des toutes petites marques peuvent très bien garder le lien en faisant des rendez-vous récurrents sur Instagram. Ça peut être 10 minutes tous les midis pour présenter la nouvelle collection et garder un lien avec les clients à distance. Merci. Troisième et dernière tendance, évidemment, TikTok. Donc, on en a entendu beaucoup parler, on entend parler de plus en plus, les marques s'investissent énormément sur ce réseau. Et donc, vous avez évidemment mené l'enquête sur ce point. Voilà, moi je voulais vous parler de TikTok ce matin parce qu'on a beaucoup d'a priori et je voulais vous dire, si vous êtes une marque et que vous vous intéressez, ou une entreprise, une petite entreprise et vous vous intéressez effectivement aux réseaux sociaux, je vous conseillerais pour plusieurs raisons d'aller regarder ce qui se passe sur TikTok. Déjà, je voulais vous montrer un carton aux États-Unis qui sont les cocottes Le Creuset Cocorico, hein, puisque ce sont des produits quand même qui sont ultra anciens, mais qui retrouvent leur lettre de noblesse finalement sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adaptés à ce canal et ils ont adapté aussi leur couleur. En prenant évidemment une couleur très moderne, que les jeunes aiment beaucoup. Le rose en général, c'est la couleur la plus utilisée par exemple sur Instagram. Ensuite, il y a énormément d'engagement sur TikTok. On est sur la plateforme et le réseau social qui a le plus d'engagement depuis ces derniers mois. On est à presque 300% d'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui regardent sont très actifs, ont envie aussi de participer, ont envie de se connecter à des marques. Et puis, autre chose qui est vraiment intéressant sur TikTok, c'est passer ce côté, cette idée qu'il n'y a que de la musique, c'est de regarder le canal, de l'imaginer comme un canal de l'air du temps. En fait, ce qui est intéressant sur TikTok, ce sont les consommateurs qui vont faire les tendances. C'est eux qui vont se mettre en scène et montrer ce qui les intéresse. Et une des grosses tendances, par exemple, dans l'alimentaire sur TikTok, ça a été le fait de créer ces boules de chocolat. Quand vous le mettez vous le versez avec du lait et elles vont s'ouvrir et vous allez avoir de la guimauve ou des bonbons qui vont sortir. Et énormément de personnes ont adoré montrer cette tendance-là et la façon dont ils créent ces bombes à chocolat chaud. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les marques et les entreprises qui étaient présentes pour détecter cette tendance ont fait leurs propres produits et ont pu vendre à Noël des bombes de chocolat chaud. Et quand on sait à quel point ça plaît du coup sur ce réseau social qui est plutôt effectivement jeune, on sait pertinemment que ce produit-là va faire un carton chez la jeune génération. Donc vraiment l'utiliser aussi pour se dire, ça peut être un département d'innovation produit TikTok pour regarder effectivement ce que c'est qui fonctionne. Et puis dernier point sur TikTok, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font du recrutement puisque elles ont besoin parfois d'avoir des contrats d'apprentissage, d'avoir des personnes jeunes pour certains postes. Elles n'hésitent pas à se mettre en scène, à mettre en scène les employés
pour expliquer, voilà, en quelques mots très simples, si vous souhaitez postuler chez nous, on peut recruter. Donc, c'est vraiment une plateforme assez intéressante pour beaucoup de points de vue. Imaginer des nouveaux produits, capter l'air du temps, comprendre comment les consommateurs, ce que les consommateurs souhaitent, et puis aussi faire du recrutement et imaginer des nouvelles couleurs ou des nouvelles formes de communication. Merci beaucoup pour toutes ces prescriptions et toute cette veille, Laetitia. Je voudrais finir par une question un petit peu, enfin, poil à gratter, entre guillemets, notre vie. Donc, j'essaie de voir avec tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui pour être la suivante. Donc, je suis, en tant que consommatrice, une session sur live streaming sur mon téléphone. Je commande un produit en ligne. Je récupère mon colis dans un espace click and collect connecté. Je trouve que ça manque quand même un peu d'humain, tout cela. Est-ce que, pourtant, on n'a jamais eu autant envie de se voir. Moi, j'ai envie de vous retrouver sur le salon Cprint autour d'une table avec un café, des croissants et refaire cette conférence en voyant les yeux du public en face de moi. Comment tout cela, finalement, va s'articuler dans les, j'espère, semaines qui viennent? Alors, je pense qu'on n'a jamais autant voulu effectivement de contact physique et que le digital doit pas être là pour tout dématérialiser, mais doit apporter une expérience en plus. Quand je le disais, la visio, par exemple, c'est une expérience en plus qui permet d'avoir de l'intimité avec une entreprise, par exemple, une intimité qui pouvait pas être créée parfois même en magasin parce qu'on était pudique, on avait peur de demander à un conseiller. Donc, ça doit simplement amener une expérience en plus. Après, ce que je trouve fabuleux aujourd'hui, c'est que avec toutes les fermetures qu'on a, des expos, des cinémas, bon, comme vous le savez, le fait de plus pouvoir assister à des concerts, de plus pouvoir se regrouper, et ben le magasin, le point de vente, le lieu de l'entreprise devient le seul lieu de convivialité finalement possible en France. Et donc vous avez une autoroute pour créer maintenant et fidéliser des consommateurs, des prestataires, des employés, puisque c'est à vous de créer effectivement cette sociabilité qui est tellement demandée. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment fabuleux, c'est que le fait d'avoir un espace permet vraiment aujourd'hui de s'accaparer ce besoin qu'on a de se rencontrer. Donc pour les entreprises effectivement qui ont un point de vente, c'est le moment vraiment d'exploiter. Moi, j'ai eu beaucoup de retours d'insight consommateurs qui disaient, mais moi, le magasin ou l'entreprise, c'est ma seule sortie sociale. Et si le vendeur est sympa, mais j'ai envie de lui acheter des choses parce que c'est mon seul lien aujourd'hui, le vendeur. Donc, c'est un énorme, je pense, atout positif pour les marques de se dire qu'aujourd'hui, le contact humain, c'est par eux qui passent. Donc voilà, pas forcément que du digital, mais surtout exploiter cette filière humaine dont on a vraiment besoin en ce moment. Et j'ai choisi exprès cette dernière slide de Microlocal is the new cool parce que vous m'aviez expliqué aussi en préparant cette conférence que c'était pas la planète, en fait, le village mondial qui était concerné, mais c'était bien le local et que le digital finalement a sauvé aussi, peut sauver des acteurs locaux. On l'a vu avec les librairies, on l'a vu avec différents commerçants. Et donc, c'est cette concomitance des deux tendances aussi qu'il faut voir en fait pour redonner de l'humain dans notre société finalement et permettre la vie des commerces locaux. Tout à fait. Et cette crise, si elle a un avantage, c'est qu'elle a permis, je pense, à nous tous d'ouvrir les yeux sur l'importance de la proximité et l'importance du territoire. On a eu trop facilement l'habitude de penser que on était dans un village mondial et que tout était possible et qu'on était dans le anywhere. Et ce qui est superbe, c'est qu'on est en train de s'ancrer dans ce qu'on appelle le somewhere, donc de s'enraciner dans un endroit en particulier, de vouloir aider les entreprises et les commerçants qui sont proches. Donc effectivement, si aujourd'hui vous êtes une petite entreprise, n'hésitez pas à miser sur cette proximité, puisque on le voit, les gens sont en demande de pouvoir venir vous aider et voilà. Merci beaucoup Laetitia, on a un petit peu débordé l'horaire, mais c'était passionnant. Merci aussi à vous qui étiez nombreux à nous suivre ce matin. Si vous souhaitez réécouter cet échange, vous trouverez le replay évidemment de ce webinaire et tous les liens utiles vers le site de Laetitia et son étude sur le site du salon, salon-cprint.com. Le prochain rendez-vous des Cprint Days, c'est aujourd'hui à 11h. Nous parlerons aussi de digital, mais pour voir à quel point c'est un outil d'innovation au service du print.
Pour en parler, nous accueillerons Olivier Jimenez, directeur de l'agence de design Himalaya, et Mélanie Rioux-Désirier, PDG de l'entreprise Rioux Solutions, qui nous présenteront des projets qu'ils ont mis en place pour leurs clients Engie et Fnac Darty. Merci Laetitia et à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.